Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo qui me trotte dans la tête depuis un petit moment maintenant. C'est une vidéo lecture. Voilà, je vais vous lire quelques extraits d'un livre que j'aime beaucoup. C'est un classique de la littérature jeunesse. C'est un livre qui, je trouve, s'adapte très bien à cette période un petit peu automnale, un petit peu hivernale. Donc je vais commencer sans plus attendre. Mettez-vous vraiment dans une posture calme, une ambiance relaxante. Et puis j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos ou écouter plus de petites lectures à l'avenir. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. La petite princesse de France H. Burnett. Chapitre 1. Sarah. Par une sombre journée d'hiver, tandis que les rues de Londres disparaissaient sous un brouillard jaune si épais que les réverbères étaient allumés comme en pleine nuit, une petite fille, à l'air singulier, avançait lentement dans un fiacre en compagnie de son père. Blottie dans les bras de celui-ci, elle fixait les passants de ses grands yeux pensifs. Ce regard d'adulte était surprenant chez une enfant si menue, car Sarah Crewe n'avait que 7 ans, mais s'expliquait par les rêveries et songes étranges qui occupaient son esprit depuis toujours. Elle avait pour habitude d'examiner les grandes personnes et leur monde. Elle pensait au voyage qu'elle venait d'effectuer depuis Bombay avec son père, le capitaine Crewe. Comme il était bizarre d'être passé du soleil éclatant de l'Inde, puis de l'océan infini, à ce drôle de véhicule, dans ces rues où le jour ressemblait à la nuit. « Papa » murmura-t-elle. « Oui, ma chérie » répondit-il affectueusement. « Sommes-nous arrivés, papa » chuchota-t-elle en se serrant contre lui. « Oui, nous y sommes cette fois. » Elle sentit qu'il avait de la peine. Il y avait déjà longtemps qu'il la préparait à cet endroit, comme elle l'avait baptisé dans sa tête. Sa mère était morte à sa naissance. Elle ne l'avait donc jamais connue, et elle ne lui manquait pas. Son père, jeune, beau, riche et attentionné, était sa seule famille. Ils étaient très proches l'un de l'autre. L'unique chose qui ait jamais inquiété Sarah était cet endroit, où il devrait l'emmener un jour. Le climat indien ne convenait pas aux enfants, et dès que possible on les envoyait en pension en Angleterre. Elle savait que son tour viendrait. Parfois les récits que lui faisait son père du voyage et de ce nouveau pays l'attiraient, mais l'idée qu'il ne resterait pas auprès d'elle la tracassait. « Ne pourrais-tu pas venir avec moi, papa ?» avait-elle demandé quand elle avait 5 ans. « Ne pourrais-tu pas aller à l'école aussi? Je t'aiderai à faire tes devoirs. » « Mais tu n'y seras pas longtemps, ma petite Sarah, avait-il dit. Tu vivras dans une grande demeure avec d'autres petites filles. Vous jouerez ensemble et je t'enverrai beaucoup de livres. Tu pousseras si vite que bientôt tu seras assez grande et érudite pour venir t'occuper de ton papa. » Cette idée lui plaisait. Tenir la maison, se promener à cheval avec lui, prendre la place d'honneur à table lorsqu'il recevrait, lui parler et lire ses livres. Voilà ce qu'elle désirait le plus au monde. S'il fallait qu'elle aille à cet endroit, en Angleterre, pour y parvenir, elle le ferait. Les autres petites filles ne l'intéressaient guère, mais si elle avait des livres, elle se consolerait. Elle adorait la lecture et passait son temps à inventer des histoires merveilleuses. Il lui arrivait de les relater à son père qu'elle enchantait. « Eh bien, papa, dit-elle doucement, si nous sommes arrivés, il faut nous y résigner. » Il éclata de rire et l'embrassa. Il était loin d'être résigné, mais il devait le lui cacher. Il se sentirait bien seul sans elle à son retour en Inde. Le fiacre s'engagea sur une place austère et s'arrêta devant une grande maison de briques inhospitalière. Celle-ci ne se distinguait de ses voisines que par la plaque en cuivre qui brillait sur la porte, annonçant en lettres noires « Miss Minchin, pensionnat pour jeunes filles de qualité ». Chapitre 2. Une leçon de français. Lorsque Sarah franchit le seuil de la salle de classe le lendemain matin, tout le monde la dévisagea avec curiosité. Toutes les pensionnaires, de Lavinia Herbert, qui avait presque 13 ans et se prenait pour une grande personne, à Lottie Legge, qui, à tout juste 4 ans, était le bébé de l'école, avaient entendu parler d'elle. Il était clair que Miss Minchin en avait fait son élève modèle et considérait sa présence dans son établissement comme un honneur. Sarah attendait patiemment qu'on lui donne une tâche. Elle avait été placée près du bureau de Miss Minchin. Les yeux qui la fixaient ne l'intimidaient pas. Elle se demandait à quoi pensaient ces petites filles, si elles aimaient Miss Minchin, si leurs leçons les intéressaient, et si l'une d'elles avait un papa ressemblant au sien. Elle avait longuement parlé de lui à Émilie ce matin-là. « Il est en mer maintenant, Émilie, lui avait-elle confié. Nous allons être très amies et tout nous dire, Émilie. Regarde-moi, tu as les plus beaux yeux du monde, mais oh, combien j'aimerais que tu parles !» Elle avait une imagination débordante et des idées fantasques. Aussi pensait-elle qu'il serait réconfortant de prétendre qu'Émilie l'entendait et la comprenait. Lorsque Mariette, sa femme de chambre française, avait eu fini de la préparer, Sarah avait rejoint Émilie assise sur une chaise et lui avait donné un livre. « Tu pourras le lire pendant mon absence » avait-elle dit.
Et, remarquant le regard surpris de Mariette, elle avait ajouté impassible. Je pense que les poupées nous cachent des choses. Je suis certaine qu'Émilie est capable de lire, de parler et de marcher, mais qu'elle ne le fait que lorsqu'elle est seule. C'est leur secret, car si les gens savaient qu'elles font tout cela, ils les feraient travailler. Si nous sommes dans la pièce, Émilie ne bronche pas et regarde droit devant elle. Mais dès que nous sortirons, elle se mettra à lire et ira même jusqu'à la fenêtre. Et si elle nous entend revenir, elle se précipitera pour se rasseoir et fera semblant de ne pas avoir bougé. Dans la salle de classe, alors que Sarah attendait et que les autres élèves l'observaient depuis plusieurs minutes, Miss Minchin tapa dignement sur son bureau. « Mesdemoiselles, dit-elle, voici votre nouvelle camarade. » Toutes les petites filles se levèrent. Sarah les imita. « Je vous demande d'être très gentille avec Mademoiselle Crew et de vous présenter après la classe. » Les élèves s'inclinèrent poliment et Sarah esquissa une révérence, puis elles se rassirent en se jetant des regards. « Sarah, appela Miss Machin d'un ton autoritaire, venez ici. Votre père ayant engagé une femme de chambre française pour vous, j'en conclus qu'il souhaite que vous appreniez tout particulièrement le français. » Je crois qu'il l'a engagée car il pensait que je m'entendrais bien avec elle, fit Sarah, gênée. Malheureusement, rétorqua Miss Machin avec un sourire pincé, vous êtes une petite fille gâtée, qui s'imagine que tout est fait pour lui plaire. J'ai eu l'impression que votre père souhaitait que vous appreniez le français. Si Sarah avait été plus âgée ou moins soucieuse des convenances, elle aurait insisté. Au lieu de cela, elle se sentit rougir. Miss Machin l'intimidait et elle n'osait pas la contredire. En fait, Sarah parlait français depuis son plus jeune âge. Sa mère était française et le capitaine Crew, amoureux de cette langue, la lui avait toujours parlé. « Je n'ai jamais étudié le français, mais... » commença-t-elle à expliquer. « En voilà assez, » l'interrompit Miss Machin d'un ton sans appel. « Si vous ne l'avez jamais appris, vous allez vous y mettre. Un point c'est tout. En attendant, lisez ce livre. » Vous avez l'air perplexe, Sarah. Vous avez tort de ne pas vouloir apprendre le français. Ce n'est pas ça, mais... Il ne faut pas dire « mais » lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, s'écria Miss Machin. Reprenez votre lecture. Sarah obéit. J'expliquerai tout à Monsieur Dufarge, songea-t-elle. Le professeur arriva bientôt. C'était un Français d'âge moyen, bon et intelligent. Il contempla Sarah avec curiosité, tandis qu'elle s'efforçait de rester plongée dans son petit manuel de conversation. « Est-ce ma nouvelle élève, madame ?» demanda-t-il. Son père, le capitaine Crew, tient à ce qu'elle commence l'apprentissage de votre langue. Mais malheureusement, elle n'y est pas disposée. « J'en suis navrée, mademoiselle, dit-il gentiment à Sarah. J'espère que je parviendrai à vous faire changer d'avis. » Sarah se leva, au bord de la panique. On la traitait comme si elle s'était mal conduite. Elle posa un regard implorant sur Monsieur Dufarge. Elle était certaine qu'il comprendrait. Elle lui exposa la situation, dans un français parfait. Madame avait mal compris. Elle n'avait pas étudié le français, mais son père le lui avait toujours parlé. Sa chère maman, qui était morte à sa naissance, était française. Elle serait ravie de se perfectionner, mais comme elle avait tenté de l'expliquer à madame, elle connaissait déjà les mots que contenait ce livre. Chapitre 3. Lottie. Si Sarah avait été autoritaire et imbue d'elle-même, les quelques années suivantes passées dans l'établissement de Miss Minchin l'auraient transformée en enfant odieuse. Elle était traitée comme une invitée d'honneur plutôt que comme une petite fille. On lui accordait tout ce qu'elle désirait et on la flattait. En son fort intérieur, Miss Minchin la détestait, mais c'était une femme bien trop intéressée pour risquer de le laisser paraître. Elle savait très bien que si Sarah écrivait à son père qu'elle était malheureuse, le capitaine Crew l'enlèverait immédiatement du pensionnat. Ainsi, on félicitait Sarah au moindre prétexte, et si elle n'avait pas été dotée d'un caractère agréable et d'une grande intelligence, elle serait devenue très vaniteuse. Dans la vie, les choses sont comme elles sont par hasard, disait-elle parfois à Herman Garde. J'ai de la chance, il se trouve que j'aime étudier et lire, que mon père est gentil et brillant, et qu'il a les moyens de m'accorder tout ce que je veux. Je n'ai peut-être pas bon caractère, mais comment ne pas être de bonne humeur lorsqu'on obtient tout ce que l'on désire et que tout le monde se montre aimable ? Sans contrariété, comment saurais-je jamais si je suis agréable ou exécrable de nature ? Lavinia n'a aucune contrariété, fit remarquer Ermengarde, imperturbable, et pourtant elle est très déplaisante. C'est peut-être parce qu'elle grandit. En fait, Lavinia était tout simplement méchante et extrêmement jalouse de Sarah. Jusqu'à l'arrivée de celle-ci et de ses manteaux de velours et de zibeline, elle avait toujours été la mieux habillée lorsque les pensionnaires sortaient en rang avec Miss Minchin. Comme si cela ne suffisait pas, elle s'aperçut vite que Sarah avait aussi des qualités de chef, non pas en imposant sa volonté aux autres, mais au contraire, en se montrant toujours gracieuse et prête à aider les gens. Ainsi, les plus jeunes élèves qui avaient l'habitude qu'on les méprise l'adulaient. Elle les avait invités à venir goûter dans sa chambre et à jouer avec Émilie et son minuscule service à thé. Depuis, la petite classe la considérait comme une reine. Lottie Legge était en adoration devant elle. Son père, ne sachant que faire de sa fille à la mort de sa femme, l'avait envoyée au pensionnat.
Elle avait toujours été traitée comme une poupée précieuse et était devenue une enfant impossible. Si elle voulait ou ne voulait pas quelque chose, elle hurlait. Et comme elle désirait régulièrement ce qu'elle ne pouvait pas avoir et refusait ce qui était bon pour elle, la maison retentissait sans cesse de ses cris assourdissants. Elle avait découvert que les gens ont pitié d'une petite fille qui a perdu sa maman et la gâtaient. Elle en avait fait une arme redoutable. Un matin, Sarah passait devant le salon lorsqu'elle reconnut les voix de Miss Minchin et Miss Amelia en train d'essayer de faire taire les cris d'une fillette qui, manifestement, refusait de se calmer. Pourquoi est-elle dans cet état tonitru à Miss Minchin pour se faire entendre ? Je n'ai pas de maman, brailla l'enfant. Oh, Lottie, implora Miss Amelia, je t'en prie, ne pleure plus, ma petite chérie. Elle mérite le martinet, tu vas voir, c'est ce qui va t'arriver, petite vilaine, gronda Miss Minchin. Lottie redoubla de volume. Miss Amelia se mit à sangloter. Sarah s'était arrêtée dans le couloir et se demandait si elle aurait dû intervenir. Elle était devenue amie avec Lottie. J'ai reconnu la voix de Lottie, expliqua Sarah. Je pourrais peut-être essayer de la consoler. Cela m'étonnerait que vous y parveniez, rétorqua Miss Minchin, le nerf pincé. Puis, remarquant que Sarah avait été troublée par son ton acerbe, elle tenta de se rattraper. « Mais vous êtes si douée, dit-elle. Je suis sûre que vous y arriverez. Allez-y. » Et elle tourna les talons. En entrant, Sarah vit Lottie couchée par terre, en train d'agiter ses jambes potelées dans tous les sens, et Miss Amelia penchée sur elle, consternée. Elle essayait tout. « Ma pauvre petite chérie, disait-elle, je sais bien que tu n'as pas de maman. » Puis, la minute suivante, elle changeait de ton. « Arrête-toi immédiatement, Lottie, ou je vais t'attraper et te secouer. Pauvre petit ange, là. Vilaine, je vais te donner une fessée, tu vas voir. » Sarah s'approcha sans bruit. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais elle devinait en tout cas qu'il vaudrait mieux ne pas changer d'attitude aussi souvent et de façon aussi erratique. « Miss Amelia, Miss Machin m'a dit que je pouvais tenter de la calmer. » « Sortez subrepticement, je vais rester avec elle. » Sarah s'assit dans un mot à côté de Lottie, qui hurlait toujours. Elle attendit. Mademoiselle Legge, lorsqu'elle braillait, avait l'habitude d'entendre d'autres voix l'implorer, la gronder ou l'amadouer tour à tour. Ce silence attira son attention. Elle ouvrit ses yeux larmoyants pour voir qui s'était glissé près d'elle et découvrit une autre petite fille. Mais pas n'importe laquelle, c'était celle qui avait Émilie et tous ses autres trésors. Elle l'observait sans broncher, comme si elle réfléchissait. S'étant interrompue pour faire ce constat, Lottie décida qu'il était temps de recommencer. Mais le calme de la pièce et le visage serein de Sarah lui firent baisser le ton. « Je n'ai pas de maman, proclama-t-elle d'une voix moins puissante. « Moi non plus, dit Sarah. » Lottie fut si surprise qu'elle laissa retomber ses jambes et la dévisagea. « Où est-elle ? Elle est au paradis, commença-t-elle. Mais je suis sûre qu'elle vient parfois, bien que je ne la vois pas. La tienne aussi. Elles sont probablement dans cette pièce. » Lottie se redressa d'un bond et regarda autour d'elle. Si sa maman avait assisté à ce qui venait de se passer, elle ne serait peut-être pas très fière de sa fille. Sarah continua sur sa lancée, et Lottie, malgré elle, se mit à l'écouter. On lui avait dit que sa maman avait des ailes et une couronne, et on lui avait montré des images de belles dames que l'on appelait des anges. Mais l'histoire de Sarah semblait plus crédible. Elle lui décrivait un beau pays peuplé de gens normaux. Il y a des prés fleuris, disait-elle d'une voix rêveuse, des champs de lys dont le parfum est porté par la brise. Les enfants courent et les ramassent à plein bras en riant pour en faire des couronnes. Les rues scintillent. Personne n'est jamais fatigué car on flotte sur l'air. La ville est entourée de remparts de perles et d'or, mais ils sont assez bas pour que l'on puisse s'y appuyer et regarder la terre. Et sourire en envoyant de doux messages. N'importe quelle histoire aurait pu distraire et calmer Lottie, mais il est indéniable que celle-ci était particulièrement belle. Lorsque Sarah s'arrêta, Lottie fut si déçue que sa lèvre se mit à trembler de façon inquiétante. « Je veux y aller, s'écria-t-elle. Je n'ai pas de maman dans cette école. » Sarah sentit le danger et sortit de sa rêverie. Elle saisit la petite main de l'enfant et l'attira contre elle en riant gaiement. « Je serai ta maman, dit-elle. Nous ferons comme si tu étais ma petite fille, et Émilie sera ta sœur. » Les fossettes de Lottie firent leur réapparition. « C'est vrai ? » ?»« Oui, affirma Sarah en se relevant. Allons lui annoncer la nouvelle. Ensuite, je te nettoierai le visage et te brosserai les cheveux. » Chose à laquelle Lottie consentit volontiers, sans apparemment se souvenir que la scène qui venait de se dérouler avait été déclenchée par le fait qu'elle refusait qu'on la lave et qu'on lui brosse les cheveux avant le déjeuner. À partir de ce moment-là, Sarah devint sa mère adoptive. Chapitre 5. Becky.
Le plus grand pouvoir de Sarah, bien plus important que toutes ses richesses ou son statut d'élève modèle, était son don de conteuse. Elle modulait sa voix, tour à tour douce ou menaçante, se contorsionnait et faisait de grands gestes de la main. Elle oubliait les fillettes qui l'écoutaient et se retrouvait parmi les fées, les rois et les reines dont elle relatait les aventures. Il y avait environ 2 ans qu'elle habitait chez Miss Minchin lorsque, en descendant de sa calèche par un après-midi d'hiver, elle aperçut sur les marches extérieures conduisant au sous-sol une créature frêle qui se dévissait le cou pour la voir. Le petit visage barbouillé attira son attention et Sarah lui sourit. Effrayée car elle savait qu'elle ne devait pas regarder les élèves du pensionnat, l'enfant disparut dans les cuisines. Ce soir-là, alors que Sarah régalait son auditoire de l'un de ses récits dans un coin de la salle de classe, la même petite fille pénétra timidement dans la pièce, chargée d'un seau de charbon bien trop lourd, et s'accroupit devant l'âtre pour garnir la cheminée et balayer les cendres. Elle était plus propre que dans la rue, mais paraissait toujours aussi craintive. Il était évident qu'elle n'osait pas regarder les fillettes, ni semblait les écouter. Mais Sarah remarqua immédiatement qu'elle portait grand intérêt à tout ce qui se passait, et qu'elle travaillait lentement, dans l'espoir de glaner des bribes de conversation. La petite bonne balaya l'âtre 2 fois, puis 3. Envoûtée par le récit, elle en oublia qu'il lui était interdit d'écouter. Elle s'assit sur ses talons devant la cheminée, la balayette à la main. La voix de la conteuse l'emportait vers des cavernes sous-marines au tapis de sable fin, baigné de lumière. La balayette tomba de ses doigts rougis par le travail et Lavinia Herbert se retourna. « Cette fille écoute !» lança-t-elle. La coupable empoigna sa brosse et se releva précipitamment. Sarah sentit la colère monter en elle. « Je savais bien qu'elle écoutait. Et alors ?» Lavinia prit un air dégagé pour répliquer. « Eh bien, je ne sais pas si ta mère aimerait que tu racontes des histoires à une servante, mais je sais que la mienne n'apprécierait pas du tout. Je ne pense pas que cela la gêne le moins du monde. Elle sait très bien que les contes appartiennent à tout le monde. » « Je croyais, rétorqua Lavinia, que ta mère était morte. Comment peut-elle savoir quoi que ce soit ? Tu t'imagines qu'elle ne sait pas ce qui se passe ?» dit Sarah de sa petite voix sérieuse. « La maman de Sarah sait tout, annonça Lottie. La mienne aussi, sauf que Sarah c'est ma maman ici, chez Miss Minchin. Mais mon autre maman voit tout ce qu'il se passe. Là où elle est, les rues brillent et il y a des champs entiers de lys. C'est Sarah qui me l'a dit. » « Oh !» s'écria Lavinia en se tournant vers Sarah. « Comment oses-tu inventer des choses au sujet du paradis ?»« Il y en a de bien plus fantasques que cela dans la Bible, » répondit Sarah. « Tu n'as qu'à regarder. Et comment sais-tu que mon histoire n'est pas vraie ?»« Viens, Lottie, » ajouta-t-elle, et elle sortit résolument de la pièce en espérant apercevoir la petite servante quelque part. Mais celle-ci avait disparu. « Où est la petite fille qui entretient les feux de cheminée ?» demanda-t-elle à Mariette ce soir-là. La femme de chambre se lança dans une longue explication. Ah, la pauvrette venait d'être engagée comme fille de cuisine, mais à vrai dire on lui faisait tout faire. Elle avait 14 ans, mais était si chétive qu'elle paraissait n'en avoir que 12. Mariette avait pitié d'elle. Elle était très timide. Elle se prénommait Becky. Quelques semaines plus tard, par un autre après-midi de brouillard hivernal, Sarah entra dans son petit salon et trouva Becky dans son fauteuil préféré au coin du feu, le nez et le tablier mâchurés de noir, sa petite coiffe de travers et un seau à charbon vide à ses pieds. À bout de force, elle dormait à poings fermés. On l'avait envoyée préparer les chambres pour la soirée. Elle aimait s'occuper des appartements de Sarah en dernier et admirer les tableaux, les livres et les objets indiens. Cet après-midi-là, elle avait ressenti un tel soulagement en s'asseyant que tout son corps s'était détendu, enveloppé par la douce chaleur des flammes. Un lent sourire épuisé s'était dessiné sur son petit visage. Il y avait à peine 10 minutes qu'elle était là, mais elle dormait déjà du sommeil profond de la belle au bois dormant. Sarah revenait de sa leçon de danse. Elle portait une robe rose et Mariette avait acheté des fleurs en bouton pour lui confectionner une couronne qu'elle avait posée sur ses boucles. Elle rayonnait encore du plaisir de danser lorsqu'elle pénétra dans la pièce et vit Becky. Il ne lui vint pas à l'esprit d'être irritée de trouver cette petite créature misérable dans son fauteuil. Elle en était même ravie. « Je ne veux pas la réveiller, mais Miss Minchin serait furieuse de la trouver ici. Attendons encore quelques minutes. Elle a l'air si fatiguée. » Elle se leva d'un bond en retenant sa petite coiffe. « Oh, la voilà dans de beaux draps maintenant. On allait la mettre à la porte sans la payer, pour sûr. »« Oh, mademoiselle, bégaya-t-elle, je vous demande pardon. »« N'aie pas peur, » dit Sarah, comme si elle s'adressait à une égale. « Cela ne fait rien. Je l'ai pas fait exprès, mademoiselle, poursuivit Becky. C'est la chaleur du feu et puis j'en pouvais plus. C'est pas de l'impertinence. » Sarah lui posa la main sur l'épaule. « Tu étais fatiguée, c'est tout ?» Becky n'en croyait pas ses oreilles.
Elle avait l'habitude qu'on lui donne des ordres, qu'on la réprimande et qu'on la frappe. Et voici que quelqu'un ne l'accusait pas mais lui parlait comme si elle avait tout à fait le droit d'être fatiguée, et même de s'endormir. « Vous n'êtes pas en colère, mademoiselle? Vous allez pas le dire à la patronne ?»« Bien sûr que non, » t'exclama Sarah. « Tu sais, nous sommes pareils, je ne suis qu'une petite fille comme toi. C'est le hasard qui a voulu que je ne sois pas toi et que tu ne sois pas moi. »« Ah bon ?» dit la servante, perplexe. « Tu as terminé tes tâches? Oses-tu rester ici quelques minutes de plus? Ici, mademoiselle? Moi? Si tu as fini toutes les chambres, je pensais que tu pourrais peut-être rester un peu. Aimerais-tu un morceau de gâteau? C'est votre robe du dimanche, demanda-t-elle en admirant la tenue rose. C'est l'une de mes tuniques de danse, répondit Sarah. Une fois, j'ai vu une princesse poursuivre Becky. J'étais dans la foule devant Covent Garden pour zioter les belles gens qui rentraient à l'opéra. Et il y en avait une que tout le monde regardait. Ils disaient « c'est une princesse ». C'était une lady, une grande personne, mais elle était toute en rose. Ça m'est revenu dès que je vous ai vue perchée là, mademoiselle. Vous êtes comme elle. Je me suis souvent dit, pensa Sarah à voix haute, que j'aimerais être une princesse. Je me demande ce que l'on ressent. Je crois que je vais faire comme si j'en étais une. Becky la contemplait avec admiration, mais une fois encore n'y comprenait rien. Sarah sortit de sa rêverie et se tourna vers elle pour lui demander « Tu écoutais bien mon histoire l'autre jour ?»« Oui, mademoiselle. Je savais bien que j'aurais pas dû, mais c'était si beau que j'ai pas pu m'empêcher. J'étais contente que tu écoutes. Aimerais-tu que je te raconte la suite ?»« Moi? Comme si j'étais une de vos amies, mademoiselle ? Nous n'avons pas le temps aujourd'hui, mais si tu me dis à quelle heure tu fais mes appartements, j'essaierai d'être là. » Eh ben, si j'ai votre histoire dans la tête, ça me fera bien de porter tous ces gros seaux de charbon, ou si la cuisinière me compte pour rien. Une fois seule, Sarah murmura. Si j'étais une vraie princesse, je pourrais faire preuve de largesse envers mon peuple. Mais même si je ne fais que semblant d'être une princesse, je peux inventer de petites largesses, comme cet après-midi. Chapitre 6. La mine de diamants. Peu de temps après, Sarah reçut une nouvelle extraordinaire, qui fut le principal sujet de conversation de toute l'école pendant des semaines. Dans l'une de ses lettres, le capitaine Crew racontait qu'un ami d'enfance était venu le voir à l'improviste en Inde. Il était propriétaire de grandes terres sur lesquelles on avait découvert des diamants, et il avait donc décidé de creuser des mines pour les extraire. Si tout se passait bien, il allait se retrouver à la tête d'une fortune inimaginable. Ayant beaucoup d'estime pour son ami le capitaine, il lui avait proposé de partager ses richesses en s'associant à ses opérations. N'importe quelle autre affaire, si extraordinaire fût-elle, n'aurait guère intéressé Sarah et ses camarades, mais des mines de diamants évoquaient les 1001 nuits et ne laissaient personne indifférent. Sarah était tombée sous leur charme et décrivait à Ermengarde et Lottie des labyrinthes souterrains incrustés de pierres scintillantes. Lavinia était venimeuse à ce sujet et s'appliquait à dire à Jessie que les mines de diamants n'existaient pas. « Ma mère a une bague de diamants qui a coûté 40 livres, dit-elle un jour, et elle n'est pas très grosse. Si les mines de diamants existaient, leur propriétaire serait ridiculement riche. Peut-être que Sarah va devenir si riche qu'elle en sera ridicule, gloussa Jessie. Elle n'a pas besoin d'être riche pour être ridicule, grimaça Lavinia. Ma parole, tu la détestes. Pas du tout, coupa Lavinia, mais je ne crois pas aux mines de diamants. Et pourtant, il faut bien que les gens les obtiennent quelque part. Tu sais ce que dit Gertrude ? Non, et je ne veux pas le savoir si cela concerne encore Sarah. Il paraît que maintenant, elle fait semblant d'être une princesse. Elle y joue tout le temps, même en classe. Elle dit que ça l'aide à mieux apprendre ses leçons. Elle veut qu'Ermengarde fasse pareil, mais Ermengarde dit qu'elle est trop grosse pour ça. Elle dit que cela n'a rien à voir avec l'apparence ou les richesses d'une personne, mais avec sa façon de penser et d'agir. Je suppose qu'elle s'imagine qu'elle pourrait être une princesse même si elle était une mendiante. J'ai une idée, et si on l'appelait Votre Majesté ? Chapitre 7. L'anniversaire de Sarah. L'après-midi, Sarah pénétra dans une salle de classe métamorphosée, à la tête d'un véritable cortège. Miss Minchin, qui avait revêtu sa plus belle robe de soie, la tenait par la main. Derrière elle, un domestique portait un carton abritant la dernière poupée, tandis qu'une femme de chambre était chargée d'un second paquet et que Becky, à qui l'on avait fait mettre un tablier propre et une nouvelle coiffe, fermait la marche avec un troisième cadeau. Sarah aurait préféré éviter ce cérémonial, mais Miss Minchin y tenait. Une clameur s'éleva à leur entrée dans la pièce. Miss Minchin se racla la gorge et reprit la parole. « Mesdemoiselles, j'ai plusieurs choses à vous dire. Elle va nous faire un discours, marmonna une élève. Que c'est assommant. Vous savez que Sarah a 11 ans aujourd'hui. Ce n'est pas la première, certes, mais ses anniversaires sont un peu différents des vôtres. Lorsqu'elle grandira,
Elle héritera d'une fortune colossale, qu'elle devra alors dépenser comme bon lui semblera. Elle fait allusion aux mines de diamants, glossa Jessie. Elle est devenue l'élève la plus accomplie du pensionnat. Elle parle le français et danse à merveille. Sa politesse vous a conduite à la surnommer princesse Sarah et aujourd'hui, elle vous fait bénéficier de sa générosité en vous invitant à cette fête. J'espère que vous lui en saurez gré et je vous demande de lui exprimer votre gratitude en disant tout ensemble « Merci Sarah ». Les élèves se levèrent. « Merci Sarah », dirent-elles à l'unisson. Sarah en fut décontenancée mais elle fit une belle révérence. « Je vous remercie d'être venue. »« Très bien Sarah. » C'est exactement ce qu'aurait dit une princesse pour répondre aux applaudissements de son peuple. Et maintenant, je vais vous laisser vous amuser. Sarah était penchée sur le premier cadeau, ravie. Je parie que ce sont des livres, jubila-t-elle. Ermengarde la regarda, horrifiée. Ton père t'envoie des livres pour ton anniversaire? Mais il est aussi méchant que le mien. Surtout ne les ouvre pas. Mais j'adore ça, lui répondit Sarah en riant. Puis elle se tourna vers le plus gros garçon et souleva la dernière poupée. Elle est presque aussi grande que Lottie, souffla quelqu'un. Ouvrons sa malle, proposa Sarah. Elle s'assit par terre et les fillettes l'entourèrent bruyamment pour apercevoir des cols de dentelle, des bas de soie, des mouchoirs. Il y avait des robes de bal, des toilettes pour aller se promener, des tenues de ville, des manteaux, des manchons, des chapeaux et même des éventails. Lavinia et Jessie en oublièrent qu'elles étaient censées avoir passé l'âge de s'intéresser aux poupées. La salle de classe était en effervescence. Et si elle comprenait le langage des humains et était fière d'être admirée ainsi? Il faut toujours que tu inventes des histoires, lui lança Lavinia d'un air supérieur. Je sais, c'est un peu comme si j'étais une fée. Si tu penses très fort à quelque chose, cela devient presque une réalité. C'est facile lorsqu'on ne manque de rien. En serais-tu capable si tu étais une mendiante et vivais dans un grenier? Je crois que oui. Si j'étais une mendiante, il faudrait justement que je fasse semblant tout le temps pour oublier la réalité. Mais cela ne serait probablement pas si facile. Par la suite, elle se souviendrait souvent de cette remarque. Et du fait que c'est à ce moment précis que Miss Amelia entra dans la pièce. Sarah, Monsieur Barrow, le notaire de votre père vient d'arriver pour s'entretenir avec Miss Machin. Puisque votre goûter d'anniversaire a été installé dans son salon, venez le prendre pour qu'elle puisse disposer de cette salle de classe et discuter tranquillement avec ce monsieur ici. La directrice entra en compagnie d'un petit homme sec au visage anguleux. Il semblait agité. Elle s'assit la première, le dos bien droit, et le pria de prendre place, mais Monsieur Barrow resta debout. 100 livres, annonça-t-il laconiquement. Des étoffes coûteuses, le tout confectionné par une modiste parisienne. Cet homme dépensait son argent sans compter. Miss Machin se sentit insultée. Elle ne désirait pas entendre dire du mal du capitaine, son plus grand bienfaiteur. Même un notaire ne devait pas se croire tout permis. Je vous demande pardon, Monsieur Barrow. Je ne comprends pas. Ces cadeaux d'anniversaire. Pour une enfant de 11 ans, quelle folie, quelle extravagance. Le capitaine Crew possède une grande fortune, ne serait-ce que les mines de diamants. Monsieur Barrow la fusilla du regard. Les mines de diamants. Parlons-en, elles n'existent pas. Comment? Que voulez-vous dire? Tout au moins, il aurait mieux valu qu'elles n'existent pas. Pas de mines de diamants? Les mines de diamants entraînent plus souvent la ruine que la fortune, madame. Lorsqu'on se trouve à la merci d'un cher ami et que l'on n'est pas fait pour les affaires, il vaut mieux éviter les mines de diamants de ce cher ami dans lesquelles il vous conseille d'investir votre argent. Le défunt capitaine? Quoi? Ne me dites pas que le capitaine Crew est mort, madame. Emporté par le paludisme et ses soucis d'affaires. Quel genre de soucis d'affaires balbutia-t-elle? Les mines de diamants. La ruine? Il n'avait plus un sou. Son cher ami avait investi tout son argent, ainsi que celui du capitaine, dans ces mines. Ne me dites pas qu'il ne reste plus rien, que Sarah n'héritera d'aucune fortune, que l'enfant en est réduite à la mendicité. Il ne fait aucun doute qu'elle est dans la misère, et à votre charge, madame. À notre connaissance, elle n'a plus aucune famille. Le capitaine est mort sans régler notre dernière facture, et elle était conséquente. Oh mon Dieu, j'étais si certaine qu'il me paierait que j'ai fait toutes sortes de dépenses pour cette petite. J'ai payé la facture de cette poupée ridicule et de tout son accoutrement. Il m'avait dit de ne rien le refuser. Elle a une calèche, un poney et une femme de chambre attitrée, et c'est moi qui règle tout cela depuis son dernier chèque. Je vous conseille de ne plus rien dépenser pour elle, madame, à moins que vous ne teniez à lui en faire cadeau. Personne ne vous en saura gré, elle n'a plus un sou. Si vous imaginez que l'on va m'imposer cette gamine, vous vous trompez. Je vais la mettre à la rue. À votre place, je ne le ferai pas. Pensez à votre réputation. Souhaitez-vous vraiment que l'on raconte qu'une de vos élèves a été expulsée de votre établissement sans un sou, ni même un parent éloigné? Que l'on dise de vous que vous êtes une directrice cruelle et sans cœur? Vous feriez mieux de la garder et de la mettre au travail.
Elle est intelligente, je crois. Elle pourra vous rendre service en grandissant. » Lorsque Miss Amelia lui avait appris la nouvelle, elle n'avait rien dit. Elle était juste sortie. Elle se souvenait vaguement s'être répétée « Mon papa est mort. Mon papa est mort. » Lorsqu'elle entra chez Miss Minchin, pâle et les yeux cernés, son expression était pourtant résolue. Elle avait revêtu, sans l'aide de Mariette, sa vieille robe noire qui ne lui allait plus depuis longtemps. Elle serrait Émilie dans ses bras, emmitouflée dans un morceau d'étoffe noire. « Pose cette poupée, lui ordonna Miss Minchin. « Non, répondit Sarah, c'est un cadeau de mon père, et c'est tout ce qu'il me reste. »« Dis-toi que dorénavant tu n'auras plus le temps de jouer avec, » répliqua Miss Minchin. « Tu vas devoir travailler, t'instruire et te rendre utile. Les choses vont changer. Je présume que Miss Amelia t'a expliqué la situation. »« Oui, mon père est mort, et je suis très pauvre. »« Tu es une mendiante, précisa Miss Minchin, dont la colère montait à nouveau. Tu sembles n'avoir ni famille, ni domicile, ni personne pour s'occuper de toi. Pourquoi me regardes-tu ainsi, petite sotte? Ne comprends-tu donc pas? Je te dis que tu es seule au monde, et que personne ne va lever le petit doigt pour t'aider, sauf si je décide de te garder ici, par pure charité. » J'ai très bien compris. Cette poupée et tout son extravagant attirail, c'est moi qui les ai payés. La dernière poupée. La dernière, effectivement. Eh bien, cela ne t'appartient plus. Tout ce que tu possèdes est désormais à moi. Gardez-la, je ne la veux pas. Ne prends pas tes grands airs, ta calèche et ton poney seront vendus et ta femme de chambre sera renvoyée. Tu ne porteras que les plus vieilles et les plus ordinaires de tes robes. Tu es comme Becky désormais, tu devras gagner ta vie. Je peux travailler? Alors ce sera moins pénible. Que puis-je faire? Tu feras tout ce que l'on te demandera. Tu es intelligente, si tu te rends utile, je te laisserai peut-être rester ici. Tu pourras aider les plus jeunes à apprendre le français. Vraiment? Oh merci, je sais que j'en suis capable. Et puis les petites m'aiment bien. Tu feras les courses et tu aideras en cuisine aussi. Si tu ne me satisfais pas, je te mettrai dehors, ne l'oublie surtout pas. Pas si vite, tu ne me remercies pas? De quoi? L'interrogea Sarah. De ma gentillesse en acceptant de te loger. Ce n'est pas de la gentillesse. Puis elle tourna les talons et courut jusqu'à sa chambre. Ce ne sont plus tes appartements, bégaya Miss Amelia gênée. Mais où vais-je dormir? Au grenier, à côté de Becky. Lorsque Sarah atteignit son nouveau domaine, elle n'était plus la même petite fille. Elle referma la porte derrière elle. Il s'agissait bien d'un autre monde. La chaux grise du plafond en pente s'écaillait. Le vieux lit en fer était dur et la couverture décolorée. Quelques meubles en trop mauvais état pour le reste de la maison avaient été entreposés là. Sous la lucarne, qui ne laissait paraître qu'un bout de ciel gris, Sarah vit un repose-pied rouge piteux et s'effondra dessus. Au bout d'un moment, elle crut entendre quelqu'un frapper timidement à la porte. Le visage rougi de larmes de Becky apparut dans l'embrasure. « Oh, Becky, octa-t-elle, je t'avais bien dit que nous étions pareilles, toi et moi. 2 petites filles, c'est tout. Tu vois bien, il n'y a plus de différence entre nous. Je ne suis plus une princesse. » Becky courut vers elle et la prit dans ses bras. « Mais si, mademoiselle, finit-il par dire, quoi qu'il vous arrive, vous serez toujours une princesse. » On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai passé vraiment un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à commenter. Je sais que Princesse Sarah, ou La Petite Princesse selon le titre du livre, c'est pas toujours cocooning, c'est un petit peu triste parfois, mais moi en tout cas je l'ai regardé quand j'étais petite et ça me fait toujours du bien de me replonger dedans, que ce soit dans les dessins animés ou avec le livre. Il y a une ambiance, c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petite, les couleurs elles étaient chaleureuses, les musiques elles étaient belles et ça me rappelle vraiment une période de ma vie où j'étais terriblement heureuse. Du coup, c'est réconfortant de me plonger dans les livres ou dans les dessins animés. Alors j'espère que vous aussi, ça vous a plu. Et si vous voulez la suite, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me parler d'autres livres. J'aime beaucoup la littérature jeunesse, les classiques comme Haïti, Charlie et la chocolaterie, etc. Je trouve que c'est toujours des univers qui sont tout doux dans lesquels rentrer. Donc n'hésitez pas à m'en citer quelques-uns en commentaire que vous trouvez particulièrement doux ou que vous auriez envie d'entendre lus. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.